Matin Bonheur, le rendez-vous qui éveille, et qui informe et qui inspire pour bien démarrer la journée. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait partie de notre quotidien moderne, la dépendance numérique et la quête de la validation sociale. Réseaux sociaux, likes, abonnés, notifications, partagez, tapotez. Eh bien, autant de petits signaux qui rythment désormais nos vies parce que nous avons cette vie hautement connectée. Mais où se trouve la limite entre usage et dépendance? On en parlera dans cette émission avec un expert en la matière qui nous permettra de nous éclairer sur ce sujet. On aura aussi du sport en début d'émission, au fil des astuces, avec bien sûr un sujet très important. Eh bien, comment organiser sa cuisine pour plus d'efficacité. Et aussi, on vous permettra d'avoir des sujets croustillants. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur. Parlons de sujets croustillants. Une fois n'est pas coutume, on va démarrer avec cette enquête. Et vous le savez, chaque semaine, nous avons des enquêtes que nous vous proposons. Pour le plaisir, bien sûr, de toutes nos populations et de toutes ces personnes qui ont été très impactées et touchées par ce sujet très intéressant. Nous allons donc démarrer avec l'enquête de la semaine et revenir sur ce thème très important, l'addiction aux paris sportifs. La face cachée de ce mal pernicieux et silencieux, c'est une enquête proposée par Renaud Kobia et Daïri Touré, notre JRI. À tout de suite. Chaque jour, des millions d'Ivoiriens parient sur des matchs de football rêvant du jackpot qui changera leur vie. Ce qui commence comme un jeu devient parfois une dépendance qui détruit des familles, des carrières, des foyers. Ce phénomène qui prend de l'ampleur surtout chez les jeunes interroge sur ses conséquences sociales, économiques et psychologiques. Merci de nous retrouver pour l'enquête de la matinale qui s'intéresse aujourd'hui aux paris sportifs qui sont devenus pour certains un véritable piège. Selon la Banque africaine de développement, le marché des jeux de hasard en Afrique a connu une croissance de plus de 45% ces 10 dernières années. En Afrique francophone, le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire occupent le devant de la scène. En 2024, il faut savoir que dans notre pays, les sociétés de paris sportifs ont enregistré des gains estimés à plus de 220 milliards de francs CFA contre 85 milliards en 2019. Cette addiction ne touche pas que les jeunes sans emploi, elle s'étend à toutes les couches sociales, jusque dans les bureaux et les foyers. Pour les besoins de cette enquête, nous l'appellerons Sandra, fonctionnaire, la trentaine révolue. Elle a découvert les paris sportifs il y a 1 an et depuis, impossible de s'en passer. J'ai découvert les paris sportifs grâce à un ami qui savait que je traversais une période difficile au travail parce que je m'étais trompée dans des comptes, donc il y avait un trou dans la caisse de l'entreprise. Donc c'est cet ami-là qui m'a parlé des jeux et il m'a dit que avec ça tu peux facilement remplacer l'argent qui avait disparu. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les jeux de hasard. Et la première fois quand j'ai joué, j'ai gagné 14 000 avec une mise de 300 francs. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit automatiquement, ah voilà, donc si avec 300 tu gagnes 14 000, avec 10 000, tu peux avoir 200 000. J'ai commencé à miser un peu plus. Je perdais. J'étais obligée de contacter mes parents, mes amis, leur raconter des choses afin de pouvoir avoir de l'argent pour toujours mettre un peu plus. Je me rappelle même que j'ai commencé à prendre des prêts en ligne. Et quand je ne pouvais pas rembourser aussi là-bas, ces gens des applications en ligne ont commencé à me menacer. Ça a commencé à me traumatiser. J'étais obligée même à des moments de prendre l'argent du loyer de la maison, de prendre la scolarité de ma fille. Et je suis arrivée à un point même où je cherchais la bonne manière de me suicider. Et je planifiais un suicide pour moi et ma fille. Je suis allée chez les magouillas, chez les usuriers, comme on dit en français. Et là-bas aussi, c'était une pression. J'ai essayé d'arrêter. Déjà, je me disais, je vais supprimer l'application et puis être libérée.
Et c'est vrai, se mentir à soi-même de dire qu'on peut arrêter d'un coup. Dans mon cas, ça a été un processus. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui comme message, c'est de dire aux gens de faire attention. Les parents, surveillez vos enfants qui ont des téléphones. Voilà, parlez-leur du problème, de ce que ça peut créer comme conséquence à court terme comme à long terme. Des foyers brisés, des disputes, parfois même des dettes. L'addiction au pari devient un véritable problème social. Elle a commencé à avoir des problèmes et on se posait des questions. On a pensé à beaucoup d'autres choses, mais on n'a pas pensé à une addiction. L'élément qui va faire tout sortir, c'est qu'on attendait de l'argent. Quand cet argent est arrivé, comme c'est elle qui est avec le vieux, donc elle a dit au vieux, comme les autres sont loin, donne-moi cet argent-là, je vais leur faire des dépôts. Le dépôt n'est jamais arrivé. C'est 600 000, il restait que 100 000 francs. Elle a investi tout cet argent-là dans les jeux. C'est là qu'on a découvert, on a pris même son téléphone, on a vu les paris qu'elle faisait. Elle faisait des montants énormes, hein. Papa est d'un certain âge. Quand il a découvert tout ça, il est tombé très malade. Il vient l'hospitaliser. On essaie de l'aider tant bien que mal, mais c'est difficile. Il y a mes soeurs même qui ne lui parlent plus. Bon, ça crée un grand froid, tout ça, mais bon, elle a besoin d'accompagnement. Je me dis que tous ceux qui sont dans ce cas-là, les familles ne doivent pas leur tourner le dos. Pour comprendre ce cercle infernal, nous avons rencontré Dr Frédéric Zabidjo, psychothérapeute et coach de vie. Quand on parle d'addiction, c'est qu'on est dans une maladie chronique du cerveau, au même titre que le diabète, au même titre que le cancer, au même titre que n'importe quelle autre maladie chronique. Pour l'aider, il faut essayer de comprendre, premièrement, que la personne est en souffrance. Deuxièmement, il faut identifier tous les problèmes collatéraux qui ont été créés par cette addiction. L'endettement, le fait de développer une anxiété, le fait de développer une dépression, les troubles comportementaux à titre, par exemple, de vol ou alors à titre d'abandon même de ses responsabilités familiales et sociales, etc. Et puis, c'est tout ça qu'on va adresser en même temps. C'est pour ça que la personne a besoin d'un accompagnement spécialisé, notamment en rencontrant un psychologue, en rencontrant également un médecin psychiatre. Parce qu'il y a des volets médicaux, il y a des volets psychologiques, il y a des volets comportementaux qui peuvent être pris en charge à la fois par le médecin psychiatre et le psychologue et également des éducateurs ou travailleurs sociaux en général. Face à cette dérive, les guides religieux montent aussi au créneau. Pour eux, les paris ne sont pas un simple jeu, mais une tentation à fuir. Là où il y a addiction, il y a manipulation démoniaque. Okay. Voilà, parce qu'à un moment donné, on est pris par la chose, on évolue dedans sans savoir même où on va. Quelquefois, on est contre, mais on est obligé de façon compulsive à y aller. Les questions de jeu de hasard ne se retrouvent pas dans les interdictions formelles, mais se retrouvent dans ce que je dirais, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. La vie chrétienne n'est pas une vie à laquelle on soumet tout, à laquelle on donne tout. Si ce n'est pas constructif, ce n'est pas quelque chose qui bâtira la foi, la vie sociale, la vie émotionnelle, ça veut dire que d'une certaine manière, c'est interdit. L'islam est clair là-dessus. Allah traite les jeux d'hasard du ruse du Satan, Al-Maïsar. Allah dit les jeux d'hasard, les jeux de dés, tout cela font partie des ruses du Satan. Éloignez-vous-en. C'est l'impératif. Dieu ne nous demande même pas de ne pas faire. Il dit de ne même pas s'approcher de cela. Donc pour nous musulmans, nous nous basons sur le Coran et les hadiths. Le Coran, qui est la parole incréée de Dieu, dit que les jeux d'hasard, dans toutes ses formes, sont interdites. Les paris sportifs font désormais partie du quotidien de nombreux Ivoiriens, mais entre espoir de gain et réalité de perte, la frontière est souvent très mince et derrière chaque ticket, il y a parfois des vies en déséquilibre et minées par des addictions qui les rongent en silence. Merci d'avoir suivi ce numéro de l'enquête de la matinale consacrée aux addictions aux paris sportifs. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet.
Oui, les paris sportifs, un mal silencieux, la face cachée de cette addiction pour certaines personnes. Et on sait qu'il y en a qui en souffrent, raison pour laquelle nous avons bien voulu mettre encore ce sujet sur la table des réflexions pour permettre à tout un chacun de se pencher sur ce sujet important. Vous avez pu voir dans cet élément M. Frédéric Zabidjo qui sera avec nous aujourd'hui pour évoquer un autre sujet qui nous touche forcément. Nous allons rester dans le sport avec un autre pari, celui bien sûr de muscler le dos, la poitrine, les épaules. Est-ce qu'il va y arriver? Forcément, parce que c'est un expert en la matière. Elias est déjà en notre compagnie avec Charles et Marceline. Et c'est parti pour le fitness. Bonjour, bienvenue dans votre séance fitness. Comme prévu, on a promis aujourd'hui de travailler le haut du corps. Accrochez-vous, hein. Rotation en arrière, petit échauffement. L'autre sens. C'est bien. Gardez les bras bien droits. Une fermeté au niveau des bras. Le buste bien droit également. Excellent. Et là, les mains sur les épaules. Rotation encore là. Encore. On prend en arrière. C'est bien. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Atterrissage. Tenez là. Fermez. Ouvrez. Fermez. Ouvrez. Montez bien les coudes. Les bras vont juste cacher le visage et revenir. Encore. Excellent. Encore. Fermez bien. 3, 2, 1. On ouvre là. Hauteur. Encore. On commence à sentir. Ça chauffe au niveau des épaules. C'est bien. On ne s'arrête pas. Les pieds bien ancrés dans le sol. Encore. 3, 2, 1. Les deux ensemble. Les bras vont se joindre en hauteur et reviennent tout doucement. Encore. 5, 4, 3, 2 et 1. Posez. On va aller chercher le sol là. On va poser les mains au sol. On va marcher. Allez, top. Hop. 2, 3. Bloqué. On descend. Les mains sortent. On touche. On revient. Et là, on retourne. Hop. 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 On se redresse. On repart. Go. On descend en pompe. Push up. Les mains. Toucher. Là. On revient. On remonte. Encore. Et bon. On repart. Push up. Oh. Up. On revient. On se redresse. Et là, on repart, on va bloquer. Excellent. Là, on est sur le coude, là. Hop, hop, et on remonte. Comme ça, c'est bien, tout simplement. Posez les coudes et revenez à la position initiale, là. Encore. Go. Encore. Il reste 3, hein. C'est bon. Un dernier. Et là, on se couche encore, là. Regardez la poitrine. Le sol. Levez la tête. Voilà. Et tirez vers l'arrière, là. On va muscler le dos. Excellent. Tirez. Encore. Tirez bien, hein. Poussez le coude vers l'arrière. Encore. Excellent. 5,
3, 2, 1. Et là, push-up. Pose les mains. Gardez les genoux au sol là. On va pomper là. 1, 2, 3, on descend. Et ça, c'est les pompes triceps. Les coudes. Regarde en arrière. Bien couler au corps. Encore. Tout doucement. Tout doucement. 5. 4. Tout à l'heure, on va monter les mercures. Pour ceux qui n'arriveront pas à être au même niveau que moi, peuvent regarder Marcelina. Un dernier. Et là, on va décoller les jambes arrière. Ok. 1, 2, 3, on descend. Boum. Montez. Encore là. Push up. C'est bon. Oh. 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 Hop. 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 Yes, 4, c'est bon. 3. 2. Dernier. Et là, on retourne comme dès le début. Oh. Oh. On se redresse. Et là, les mains sur les épaules. On relâche comme ça. Et allez, ça. Voilà. Merci. Hein? J'ai fait quand même. Hein? Oui, juste un peu. Ouais. Karine me disait, tu es trop sérieux ce matin. Je dis non. Et surtout, tellement bien habillé. Merci. En fait, c'est le costume qui fait que je suis obligé d'être comme ça. Oui. L'élégance oblige. Ouais. On ne fera pas de marque, de publicité de marque pour ne pas aller à la DCM. D'accord. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à vous, hein, Charles, Marceline, Clé. Elias. On a fait des exercices pour pouvoir muscler le haut du corps. Donc le dos, les épaules, oui. les pecs, donc les pectoraux. OK. Disons la poitrine. Oui. Bien sûr. Ça, je pense que moi, je vais vous voir pour ça. Il faut que je gonfle un peu ici. Oui, il faut rester plus... Ouais. Ouais, comme ça, je ressemble à un gourou. Il faut que je gonfle un peu pour ressembler à un... Et là, du coup, tu n'as même pas besoin d'être comme ça. OK. Ça vient tout seul. Tout seul. C'est combien de fois par jour, par semaine comme ça? Si tu peux le faire tous les jours, ce sera vraiment l'idéal. OK. Tous les jours. Matin, soir, ça pas dépend matin, soir, matin ou le soir, ça va dépendre. Ça va dépendre, mais moi, je préfère plus les matins. Ça permet aussi d'avoir aussi une belle journée. Oui. Quand on a le corps qui est déjà réveillé. C'est l'heure indiquée pour faire le sport? Oui, j'allais me demander quelle heure. Très tôt. Le matin, c'est l'heure idéale. Ah, OK. Ça réduit le corps. Comme je disais, ça permet de se réveiller en bonne forme. Oui. Pour mieux vaquer à ses occupations. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai essayé le lundi matin, j'ai vu que j'étais en forme, je carburais comme ça tout au long de la journée. C'est très important le sport, hein, ça te permet d'avoir une bonne santé. Pas forcément pour avoir des pectoraux, des muscles, tout ce qu'on veut, hein, mais pour garder quand même de la santé. La santé, bien évidemment. C'est le pari à faire. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on va poursuivre cette émission avec, bien sûr, la revue. Oui, Elias et son équipe vont se retirer. Et la suite, ça va être avec la revue des Unes. Elle est avec nous, la belle Karine Agora, que nous retrouvons. À tout de suite. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Madame, monsieur, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour la revue des Unes de ce 12 novembre. Nous débutons avec l'expression qui évoque la clôture ce mercredi 12 novembre des dossiers de candidature pour les législatives du 27 décembre prochain. La CEI précise dans un communiqué rendu public lundi dernier que l'accès aux locaux de l'institution sera formellement clos à 20h, heure de rigueur. La liste finale sera connue le 19 novembre 2025. Pour rappel, le dépôt de dossier de candidature s'est ouvert le 31 octobre dernier.
Et l'Inter nous décrit l'ambiance qui a prévalu à la CEI hier. Le confrère souligne que les candidats se sont succédés au siège de l'institution. Parlant justement de l'institution, le confrère apporte l'invitation du MGC, le mouvement des générations capables à la CEI, à rendre public le décret numéro 225-656 du 30 juillet 2025 portant convocation des collèges électoraux en vue des élections législatives prévues le 27 décembre. Selon le MGC, malgré l'annonce faite par la Commission électorale indépendante CEI, aucune trace de ce décret n'a été retrouvée sur le site officiel de l'institution, ni sur les plateformes gouvernementales, encore moins au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Le mandat rapporte ce matin la cérémonie de lancement du méga-projet intégré mines et infrastructures de Simandou en Guinée qui s'est tenue hier. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur, a été représentée par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Le chef du gouvernement a, au nom du président Alassane Ouattara, salué la portée économique et stratégique du projet de Simandou, considéré comme un moteur de transformation pour la Guinée et la sous-région. Ce projet minier, l'un des plus vastes du continent, devrait permettre à la Guinée de devenir un acteur majeur du marché mondial du fer, tout en stimulant les infrastructures régionales, notamment ferroviaires et portuaires. Parlons sport avec Super Sport qui s'intéresse aux deux rencontres des éléphants que les éléphants vont livrer dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de novembre 2025. Ce vendredi 14 novembre, la sélection ivoirienne sera face à l'Arabie Saoudite à Jeddah et le mardi 18 novembre, la bande Afaé Emers affrontera l'équipe nationale d'Oman. À noter, selon le confrère, que Evan Ndika et Bazoumana Touré sont forfait pour ces deux matchs. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du quotidien sportif. On referme les pages de la revue des Unes de ce jour avec cette citation de Michael Jordan. L'échec fait partie du chemin. Il n'y a rien de honteux. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir tenté, d'avoir osé. Ne pas essayer est le seul vrai regret. Et d'avoir aussi pu rebondir. Moi, j'aime bien. Effectivement. Merci beaucoup, Karine, qu'on retrouve aujourd'hui pour la revue des Unes. On a eu combien d'informations, combien de journaux aujourd'hui là? 4. 4. 4 petites informations. 4 petites, hein, elle a fait plus de 5 minutes. Hein. 4 petites infos, elle a fait plus de 5 minutes. Ah, ça, là, il faut toujours faire ça, hein, c'est important à Karine. Sinon, c'est pas bon. Merci beaucoup, pas très cher. Et puis, on te retrouve quand demain? Demain. OK. Demain, peut-être, on aura 5. Peut-être. Bon, ça dépend. Voilà. Hein, ça dépend. Elle a dit quand les titres sont pareils... Bon, ça va dépendre de la densité de l'actualité, comme je l'ai dit. Quand les organes, les titres sont pareils, quand les médias traitent les mêmes sujets, on peut faire un tri, quoi. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup, très cher. Compris. Et puis, on se retrouve avec beaucoup de plaisir. À demain. Allez, on va poursuivre donc cette émission. Et vous savez, pour la suite du programme que nous allons vous donner maintenant, on aura au fil des astuces dans quelques secondes seulement. On va être avec le docteur Frédéric Zabidjo pour évoquer un sujet très important. On va dire les méfaits de cette vie connectée que nous avons depuis quelques années maintenant, les limites qu'il faudrait avoir dans cette vie connectée. Il nous dira tout. Et nous, on n'oublie pas qu'on aura info trafic dans cette émission. Allez, on part avec au fil des astuces et jingle dans quelques secondes. Vous avez pu le remarquer, on a déjà dressé la table. Je me permets d'aller la chercher. Voilà. Elle va venir, Larissa Ouattara. Hein? Comment ça va, Larissa? Ça va bien, Angèle. La journée a bien commencé? Oui, on va s'installer en même temps. Hein? Pour parler de cuisine. Oui. Moi, j'aime bien la cuisine, mais j'aime bien ce qu'il y a dans la cuisine. Oui. Hein, parce qu'on mange. Exactement. Alors, Larissa, allons-y. Tout en indiquant à nos téléspectateurs qu'on aura le flash d'informations dans quelques instants. Allons-y, ma très chère. OK. Alors, on va parler de cuisine, comme vous le savez. Oui. Le secret, tu sais, Angèle, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, mais comment les gens font pour cuisiner de manière à l'aise, sans stress? On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont forcément des chefs cuisiniers et tout? Alors, suivez-moi très bien. Pour ces personnes-là qui cuisinent sans stress, avec beaucoup de plaisir, c'est parce qu'elles ont un secret. Et le secret, c'est d'avoir une cuisine bien rangée.
Donc, c'est très important de ranger sa cuisine. La première étape pour pouvoir ranger la cuisine, c'est le frigo et le garde-manger. Il faut prendre soin du frigo comme son placard. Donc, effectivement, il faut savoir ranger les légumes dans le frigo par ordre de priorité, bien sûr. Oui. Parce que c'est fini les histoires d'oignons cachés derrière les bouteilles d'eau. Vraiment, tout est mélangé dans le frigo. Quand on ouvre, on ne sait même pas où est quoi. Bon, franchement, ce n'est pas très agréable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ranger nos légumes par ordre de priorité, bien sûr. Si je sais que j'utilise beaucoup les oignons, je les mets en avant. Si je sais que j'utilise beaucoup la tomate, je les mets en avant. Et la deuxième étape, c'est préparer avant de cuisiner. Donc, généralement, qu'est-ce que moi je fais quand je reviens du marché? Je ne mets pas tout de suite les légumes au réfrigérateur ou au congélateur. Je ne fais pas ça. Je prépare d'abord mes légumes parce que ça va me permettre d'aller plus vite et de cuisiner aisément. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lave ma tomate et si je dois congeler, je congèle ma tomate. Si je dois découper, je les découpe et je les conserve au congélateur. Oui. Là, tout est déjà prêt. La dernière fois, on a vu comment conserver la tomate. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, on a de l'oignon. Là, c'est des assaisonnements. Okay. Voilà, donc j'ai mélangé, disons, l'ail, persil et tout pour mes marinades. Et ça, c'est de l'oignon vert que j'ai fait congeler. J'ai déjà découpé, j'ai fait congeler. Ça aussi, c'est le piment. Bon, aujourd'hui, peut-être des personnes peuvent se poser la question de savoir ce bac à glace fait quoi ici. Okay. Mais je reviens tout à l'heure. Tout à l'heure, on va même revenir à cela. Oui. C'est vrai qu'on est dans la cuisine, on aime bien ce que nous cuisinons dans cet endroit magnifique, là, que nous avons chez nous, parce qu'on mange bien. Donc, on aime bien cet endroit magnifique. Alors, on aura une autre cuisine très importante. Pour nous et pour les populations et pour le pays, ce sont les informations. Avec Martha Kissi, que vous allez avoir dans le flash d'informations. On se retrouve dans quelques instants et on aura la suite de comment bien organiser sa cuisine. Tout de suite. Bonjour, mesdames et messieurs, on observera un temps nuageux et ensoleillé sur les régions du nord, de l'ouest, du centre et de l'est du pays. Au sud, le temps sera également sous un temps nuageux et ensoleillé avec un faible risque de pluie en milieu ou en fin de matinée sur les régions du littoral du pays. Eh bien, voyons les températures. Pour la matinée, ce sera 23 degrés à Bengourou, 26 degrés dans le district d'Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 22 degrés dans la ville de Bondoukou, Boaké, 21 degrés à Bouna, 22 degrés à Boundiali, 21 degrés à Daloa, 22 degrés à Dimbokro et Gagnoa, 21 degrés à Djiglo, 22 degrés à Kong, 21 degrés à Korogo, 22 degrés dans la ville de Man, Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, ce sera 22 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré, 24 à Tabou, on notera 25 degrés à Tiasalé, 23 degrés à Touba et 22 degrés à Yamsoukro. Dans le courant de l'après-midi, après un début de période ensoleillée, on pourrait observer quelques orages isolés accompagnés de pluie sur les régions du littoral, du sud forestier, en milieu ou en fin de période. Le reste du pays sera sous une alternance de nuages et de soleil. À présent, les températures pour l'après-midi, ce sera 32 degrés à Bengourou, 30 degrés dans le district d'Abidjan, 31 degrés à Adiaké, 33 degrés à Bondoukou, 31 degrés à Boaké, 32 degrés à Bouna. On notera 33 degrés dans les villes de Boundiali et Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa. Ce sera 31 degrés dans la ville de Guiglo, 33 degrés à Kong et Korogo, 31 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné. On notera 31 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Séguéla, 30 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 30 degrés à Tiasalé, 31 degrés à Touba et 33 degrés dans la ville de Yamsoukro. C'est la fin de ce bulletin météorologique. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée sur RTI.
Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. C'est la dernière ligne droite pour les candidats aux législatives. La commission électorale indépendante rappelle que la période de dépôt des dossiers s'achève ce 12 novembre à 20h précises. La CEI insiste sur l'heure de clôture et appelle les candidats indépendants et les partis politiques à faire preuve de civisme et de responsabilité pour clore sereinement cette étape du processus électoral. Et justement, à la veille de la clôture du dépôt des candidatures, c'est l'effervescence au siège de la CEI. Vous allez le voir, les candidats se pressent pour déposer leur dossier avant la date limite. Le président de l'institution, Ibrahim Koulibaly Kubière, est venu constater le bon déroulement des opérations. Reportage de Sidonie Davila. Ce mardi, veille de clôture de dépôt de candidature pour les élections législatives, le siège de la CEI est particulièrement animé. Les requérants affluent, dossiers sous le bras, pour déposer leur candidature avant la date limite. Je ne l'ai pas fait jusqu'à cette heure pour des raisons administratives. L'attestation de régulatif fiscal a mis du temps. Je l'ai introduit depuis le mardi. C'est ce lundi-là qui m'a donné une semaine après que j'ai eu le document. Nous venons de joindre l'acte à la promesse faite aux Bingervillois, qui était celle de faire le dépôt de la candidature avec l'intention de participer au scrutin direct pour les législatives. Il faut dire que ce n'est pas la première fois. J'étais déjà candidate en 2016 et ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, je me dis, je suis prête. Sous les bâches, installées pour l'occasion, file d'attente, vérification de documents et échange. C'est dans cette ambiance que le président de la CEI fait son apparition. L'une des innovations, c'est celle relative à la possibilité de rentrer en contact avec les candidats pour leur demander de venir régulariser les pièces qui ne remplissent pas plus ou moins les conditions. Ce sont des facilités que nous accordons aux candidats parce qu'en réalité, bien que la loi nous donne cette possibilité, ce n'est pas à la commission électorale ici de soustraire de l'affection du peuple le candidat. C'est le peuple qui doit décider. Voilà pourquoi nous faisons de sorte à faciliter la tâche au candidat pour lui permettre d'arriver au peuple pour que celui-ci fasse le choix. Le président de la CEI a également visité la salle d'informatique où les dossiers sont enregistrés ainsi que les commissions chargées d'analyser les dossiers. Dans la cour de la CEI, le balai incessant des requérants se poursuit. Certains arrivent en groupe, d'autres seuls, souvent avec un air pressé ou parfois stressé. On se renseigne, on patiente. Moi, je suis simple commerçante, mais je vois que sur le marché, on n'a pas la parole au fait. Donc, je suis venue là pour déposer ma candidature. Je souhaite une élection apaisée, une élection qui va nous aider à remettre la Côte d'Ivoire sur les rails, à la fois en termes de développement matériel, mais en termes de développement des textes. Ce mercredi marque la dernière journée de dépôt. Après cette étape, viennent le temps de l'examen des dossiers et de la publication de la liste définitive des candidats prévue le 19 novembre prochain. Prenons la direction de Conakry en Guinée où la diplomatie ivoirienne s'affiche en première ligne. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé représente le président Alassane Ouattara au lancement du méga chantier minier et d'infrastructures de Simandou. C'est un projet colossal pour la Guinée mais aussi une opportunité majeure pour toute la sous-région ouest-africaine avec nos envoyés spéciaux Marie-Chantal Akandan et Adama Kéré. Ce mardi, à Moribaya, au sud-est de la Guinée, le pays a lancé Simandou 2040, un vaste programme d'investissement et de transformation économique. Sur le site, la première phase est déjà en marche. Rails posés, engins à l'œuvre, tas de bauxite entassés. Des signes visibles de la volonté du pays d'accélérer sa marche vers l'émergence. Cette première étape, évaluée à 50 milliards de dollars, porte notamment sur les routes, rails, ports, énergie et agriculture. Au total, 122 projets seront déployés pour poser les bases d'une Guinée moderne, industrielle et connectée. C'est avec un sentiment de satisfaction, une grande émotion que nous assistons aujourd'hui au chargement et à l'exportation des premiers minerais de fer du méga-projet intégré mines, infrastructures de Simandou. À travers ce programme, nous voulons démontrer que la malédiction des ressources naturelles
n'est pas une fatalité et que nos richesses naturelles peuvent bien servir de levier de croissance durable. Simandou doit être pour nous ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. Nous allons développer la Guinée. Au cœur du dispositif, un corridor de 600 km de voies ferrées reliera les mines de Simandou à deux ports en eau profonde. Une infrastructure stratégique qui fera de la Guinée une plateforme logistique et minière de référence en Afrique de l'Ouest. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du chef de l'État guinéen, Mamadi Doumbouya, en présence de chefs d'État africains et de partenaires internationaux. Une délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Robert Begré-Mambé représentait le chef de l'État Alassane Ouattara. Une présence qui illustre la coopération régionale et la proximité économique entre Abidjan et Conakry. La présence ici, c'est d'abord d'apporter le soutien du président à ce grand projet et à l'amitié ivoiro-guinéenne, mais surtout de nous projeter dans une perspective où nous aussi, nous avons l'équivalent. C'est un modèle économique que nous allons établir pour configurer la solidité de notre économie par rapport aux minéraux et par rapport à l'industrie minière. Et cette présence aussi voulait marquer la proximité avec le peuple guinéen et la consolidation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Avec le projet Simandou 2040, la Guinée fait le pari de transformer localement ses ressources et de devenir un moteur de croissance régionale. De la coopération régionale à la lutte mondiale contre le changement climatique, la Côte d'Ivoire poursuit son engagement à Belém en marge de la COP30. Le ministre ivoirien de l'Environnement échange avec les partenaires techniques et financiers. Objectif, les allier à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique. Sur place, Grace Kando et Adama Sangaré, nos envoyés spéciaux. La Côte d'Ivoire a besoin de plus de 30 000 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la troisième génération de ses contributions déterminées au niveau national. Pour ce faire, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique veut s'appuyer sur les partenaires techniques et financiers, d'où la multiplication des partenariats à la COP30 à Belém. Emergent est une organisation qui achète des crédits carbone à des pays avec des forêts telles que la Côte d'Ivoire. On est très intéressé par le travail que la Côte d'Ivoire est en train de faire par rapport à la conservation et la préservation des forêts. On félicite Monsieur le ministre, toute son équipe pour le travail qu'ils ont fait, aussi avec les différents mécanismes pour recevoir des financements climatiques. Il y a un renforcement assez fort entre le secteur privé et le gouvernement. Il était de notre devoir d'assurer de notre soutien dans la mise en œuvre effective et dans l'implémentation de tous les objectifs qui ont été fixés pour que la Côte d'Ivoire puisse en fin de compte honorer ses engagements au niveau international, en ce qui concerne la CDR. Les discussions sont très avancées. J'ai bon espoir que nous allons conclure un accord. La société émergente, c'est une société spécialisée dans l'achat de crédits carbone avec qui mon ministère a entamé des discussions pour pouvoir vendre des crédits carbone excédentaires issus du projet PRÉ. Le secteur privé ivoirien n'est pas en reste. Avec la CGC, nous avons signé une convention de partenariat qui vise à nous accompagner dans la mise en œuvre de l'action climatique. Et notre volonté commune a été affirmée de booster sa mise en œuvre. Le ministre Jacques Assaoré a aussi échangé avec le consortium BIOS PV Caridia, deux structures spécialisées dans l'aménagement et le financement de projets forestiers. On a été reçu par le ministre de l'Environnement pour échanger sur le projet de Oussandra qui va permettre de générer les crédits carbone, qui est un projet de reforestation sur un espace de 104 000 hectares. Et dans la mise en œuvre de ce projet, monsieur le ministre a pu mettre en place un cadre réglementaire incitatif et inclusif aujourd'hui qui invite l'ensemble des partenaires financiers à pouvoir financer ce projet. Et donc, c'est exceptionnel pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de ce partenariat qui va nous permettre d'accompagner le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Environnement dans la reconstitution de couverts forestiers, mais surtout dans le processus de génération de crédits carbone. Selon le ministre Jacques Assaoré Conan, cette troisième génération de CDN va améliorer la résilience des communautés face aux effets néfastes des changements climatiques.
Et puisqu'on parle de la COP30, ces grandes conférences sur le climat font la une chaque année, mais parfois restent mal comprises. Dans ce reportage, vous allez comprendre à quoi servent les COP et quel impact ont-elles sur le quotidien des Ivoiriens. Aucune idée de la COP. Aucune idée. La COP, je sais que c'est la conférence internationale sur le réchauffement climatique. J'ai entendu parler, mais je ne connais pas. La COP, non, pas vraiment. Vous aussi, vous vous demandez à quoi servent les COP. Et pourtant, ces conférences mondiales décident parfois d'une partie de notre avenir. La COP, c'est la conférence des parties. C'est une grande réunion organisée chaque année par l'ONU sur le climat. Près de 200 pays s'y retrouvent pour parler de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de pollution, mais aussi pour aider les nations les plus exposées au réchauffement climatique. C'est technique, mais en réalité, c'est là que se négocie l'avenir du monde et celui des pays comme la Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire, les effets du changement climatique sont déjà visibles. Les pluies plus intenses, les chaleurs fortes, la mer qui grignote le littoral, autant de menaces pour notre environnement, nos cultures et notre santé. Grâce aux décisions prises lors des COP, la Côte d'Ivoire peut obtenir des financements pour s'adapter notamment avec la construction de digues, le reboisement des zones fragiles, le soutien des agriculteurs et le développement des énergies renouvelables. Pour les pays africains, les COP sont aussi en lieu pour réclamer la justice climatique. Car, selon les experts, l'Afrique pollue peu, mais subit déjà de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Alors oui, la COP peut sembler lointaine, mais ces décisions touchent nos vies. Et au moment où la technologie redessine notre quotidien, une question se pose, celle de nos droits face à l'intelligence artificielle. Au siège du CESEC, le Conseil national des droits de l'homme a ouvert le débat autour de la question à l'ère de l'intelligence artificielle. La présidente du CNDH appelle à une prise de conscience collective face aux enjeux numériques et éthiques. Le point de Carmel Dia. Les droits de l'homme à l'ère de l'intelligence artificielle. Un sujet au cœur des échanges entre le CESEC et le Conseil national des droits de l'homme. Les conseillers ont été édifiés par la présidente du CNDH, Namizata Sangaré, sur les enjeux et les limites de cette technologie en pleine expansion. Le thème était très important, droits de l'homme à l'ère de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour mieux promouvoir les droits de l'homme, pour mieux faire connaître aux populations leurs droits, afin que ces populations puissent les revendiquer utilement, pour mieux protéger les droits de l'homme. Dans le cadre de la collecte des informations des institutions qui peuvent les protéger, pour moi, il n'y avait pas meilleur cadre que le Conseil économique et social. Le président du CESEC, Eugène Akaouele, a réaffirmé la volonté de renforcer les connaissances de son institution sur ces nouvelles technologies. À mesure que les algorithmes orientent nos choix et que les machines acquièrent une forme d'autonomie décisionnelle, une tension apparaît entre le progrès technologique et la préservation des libertés fondamentales. L'intelligence artificielle, en effet, met à l'épreuve certains principes, même qui fondent les droits humains, notamment la dignité, l'égalité, la liberté, la responsabilité, la justice. Au terme des discussions, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment le renforcement de la coopération internationale, l'implication de la société civile et le secteur privé dans une gouvernance éthique du numérique et la sensibilisation des citoyens à leurs droits numériques. Dans le reste de l'actualité au Gabon, la Cour d'appel de Libreville a condamné hier à 20 ans de prison Sylvia et Noureddine Bongo, respectivement épouse et fils du président déchu Ali Bongo, notamment pour détournement de fonds publics. C'était en leur absence et celle de leurs avocats. Ils étaient principalement poursuivis pour des délits économiques et jugés par contumace. L'ex-première dame et son fils sont en exil à Londres et ont décidé de boycotter ce procès qu'ils jugent politique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle matinée sur RTI 1. Merci beaucoup, Martha Kissi, pour le flash d'information. Le 6h30 aujourd'hui qui vous est présenté. Bonjour, Martha, ça va bien? Bonjour, Angeval, je vais très bien, merci à vous. Super, nous on va super bien. Même quand ça ne va pas bien, ça va bien. Hein? Très bien habillé. Ah, merci. Oh, je n'avais pas entendu, mais il faut dire ça plus fort, Martha Kissi. Aujourd'hui, je voulais être en dimanche un peu. Hein? Je reçois M. Frédéric Zabidjo.
Il a tellement de pochettes et de cravates, donc je me suis dit, il faudrait que je sois bien pour recevoir ce grand monsieur. C'est un gourou. Alors, la journée, c'est quoi la suite? La suite, c'est de checker encore pour l'actualité, parce que le rôle aussi de la RTI, c'est d'informer et donner l'information vraie. C'est clair. Et pas que le journal aussi qu'elle présente, on a vu dans le reportage tout à l'heure aussi. Merci beaucoup, Martha Kissi. Excellente journée. On fait un petit coucou à toute l'équipe de la rédaction de RTI. Allez, nous, on poursuit cette émission. On est avec notre très chère Larissa Ouattara. On avait commencé dans la cuisine. On est revenu dans la cuisine pour savoir comment ça se passe. On fait un petit récap avant de passer maintenant à notre bac à glace. Donc, on était au deuxième point où on parlait de préparer avant de cuisiner. Donc, je disais que lorsqu'on revient du marché, il ne faut pas tout de suite ranger nos légumes. Donc, quand tu reviens du marché, il faut prendre le temps, soit de nettoyer les oignons, les découper, selon vous, selon ce que vous voulez, soit les découper, mettre la tomate au congélateur, le piment. Si vous voulez piler, vous pouvez piler votre piment ou mixer le piment et faire même votre marinade pour la conserver au réfrigérateur ou au congélateur en fonction du nombre de temps de conservation que vous désirez. Merci. Donc, il faut toujours préparer ça. Et même aussi la viande en cheval. Il faut pré-cuire la viande et mettre au congélateur. Vous pouvez les départager même, les mettre au congélateur. Le jour où vous voulez cuisiner, vous faites sortir soit un paquet, 2 paquets. Et puis voilà, c'est bon, quoi. Vous cuisinez aisément. Et la troisième étape, c'est le plan du travail. Ce plan du travail-là est très important. Lorsqu'on veut cuisiner, on ressort nos choses, tout ce dont on aura besoin. Parce qu'il arrive souvent qu'on fait la cuisine et puis on oublie certains assaisonnements dans la cuisine, ou soit au réfrigérateur. Je suis en train de préparer, je dis, bon, où est la poudre de poisson, où est la poudre de moine sec, on ne comprend plus, c'est mélangé. Donc, il faut un plan de travail bien propre. Tu fais sortir tout ce dont tu as besoin. Lorsque tu cuisines, tu es tranquille. Et la troisième étape, c'est le nettoyage. Généralement, les gens attendent de finir d'abord de cuisiner ou lorsque la sauce est prête, avant de laver les assiettes, de ranger les choses. Ça ne nous permet pas de gagner en temps. Donc, lorsqu'on a notre marmite au feu, on sait que tout est prêt. Il reste seulement que, disons, quelques temps avant d'éteindre le feu. Il faut tout simplement laver les assiettes, ranger tout. Et quand le plat est prêt, notre cuisine aussi est propre. Et puis, voilà. Et ça, c'est vraiment dit... j'ai déjà essayé ça. Pendant qu'on cuisine, en même temps, on lave les assiettes. Ça nous met dans un endroit très à l'aise. Voilà. Pas de bobos, des trucs sales à côté, c'est pas intéressant. Surtout qu'on est en train de faire quelque chose qu'on va consommer. Et puis à côté, on a de l'eau qui n'est pas propre et tout. Donc, c'est vrai que vous pouvez bien, avec une certaine technique, ranger vos différents produits, mais il faut savoir entretenir aussi sa cuisine, c'est important. C'est ça. Alors, Larissa, on poursuit? Et pour revenir au bac à glace, bien sûr, il ne sert pas qu'à mettre seulement de l'eau à l'intérieur. On a notre marinade là. Bon, souvent, pour mieux les conserver, soit on les met au congélateur ou au réfrigérateur avec de l'huile au-dessus. Donc, ça va permettre de ne pas facilement se gâter et tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un bout de marinade comme ça et le mettre dans notre bac à glace. Et on le met au congélateur. Tu vas voir que quand on va faire sortir, ça va nous faire des petits carrés comme ça. Et on sait quelle quantité il faut. Donc, on peut prendre 2, 3 le soir qu'on rentre à la maison, juste pour assaisonner le poulet, le poisson, tout ce qu'on veut. Et puis, c'est bon. On n'a pas besoin de tout faire sortir, en fait. Voilà. Donc, c'était juste pour ça. Et on a cette boîte hermétique là aussi. Lorsqu'on découpe les oignons comme ça, on peut les départager, mais toujours en les mettant dans une boîte hermétique bien fermée pour éviter que ça se gâte et pour garder aussi une bonne texture. Bien sûr. Moi, j'aime bien les oignons. Là, ça me donne envie de manger du gaba ce matin. Oignons congelés, là. Oui. Je vais voir si je peux changer mon petit déjeuner ce matin. Un petit déjeuner à l'ivoirienne, quand même. Alors, donc, les oignons, pour pouvoir bien les conserver, on peut les mettre... Dans une boîte hermétique. Dans une boîte hermétique. Voilà. On va montrer quand même ces petits pots-là, les boîtes hermétiques. Pour ceux qui aiment bien les take-away, là. Donc, le piment aussi, c'est pareil, on peut le piler là. Est-ce qu'on découpe? On ne découpe pas? Ça dépend. Si vous voulez vous découper, ça dépend de ce que vous voulez faire. Il y a des pâtes qu'on fait, on découpe le piment, on découpe l'oignon. Même l'oignon, vous pouvez mettre ça entièrement sans les découper. Et après, lorsqu'on veut faire la sauce, si c'est une sauce aubergine, on met ça directement comme ça. Et puis voilà. Mais il faut être à la base très organisé pour pouvoir faire ce genre de choses. Oui, c'est très important. Ça nous permet de ne pas nous énerver lorsqu'on est à la cuisine parce que la chaleur même déjà, ça chauffe cœur. Donc, on a une cuisine bien ordonnée, bien rangée comme ça.
Ça nous permet d'aller plus facilement, d'être toujours en joie. Et ça nous donne même envie de faire la cuisine. Oui, bien sûr. Oui, quand on ouvre ton frigo, on voit que tout est bien rangé, les légumes de belles couleurs. Ah, franchement. Ouais, ça, c'est vous, hein? Oui. Parce que nous, on fait la cuisine souvent quand c'est chaud. Hein? C'est ça. Quand c'est chaud, on voit que ouais, la personne à côté a dit, bon, aujourd'hui, là, on passe. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Larissa. C'est vrai qu'on a utilisé de l'oignon, de la tomate, du piment, mais il y a plusieurs autres produits. Il y a plusieurs, les feuilles d'oignon, l'ail, poivre. Les concombres, les carottes. Tout ce qu'il faut. Tout ce qui est en rapport avec la cuisine. Merci beaucoup, Larissa Ouattara. Qu'est-ce qu'on retient rapidement avant de se dire au revoir? Alors, on retient qu'il faut avoir une cuisine bien rangée. Il faut ranger le frigo comme le placard, bien ranger les affaires. Bon, moi, je dis comme le placard. Il y a d'autres que des placards dérangés qui vont lancer le frigo comme ça. Donc, il faut bien ranger le frigo par ordre de priorité, bien sûr. Avoir un très bon plan de travail lorsqu'on veut préparer. Faire sortir déjà ce qu'il faut pour ne rien oublier et nettoyer la cuisine, tout simplement. OK. Merci beaucoup, Larissa Ouattara, pour Au fil des astuces aujourd'hui. Comment bien organiser sa cuisine. Quand on parle de cuisine, c'est certes l'endroit même, mais c'est aussi avec les produits bien rangés, surtout dans le réfrigérateur. On aime jeter des choses comme ça. On finit d'utiliser la tomate, on prend la moitié, on met dans le frigo. Il y a tellement de bactéries aussi qui se promènent là-dedans parce qu'on a fait une émission le Matin Bonheur avec un spécialiste qui nous a parlé des bactéries. Et on s'est rendu compte qu'on fait beaucoup d'erreurs chez nous à la maison. Oui. On met des oignons comme ça dans le frigo et puis 1-2 jours, ça commence à pourrir, on ne comprend pas pourquoi. Et quand ça pourrit, ça gâte aussi tout. Oui. Hein? Merci beaucoup, ma très chère. On va rentrer à la maison tranquillement. On va permettre à nos consultants pour Infotrafic de nous permettre de savoir comment est-ce qu'on pourrait bien rentrer chez nous à la maison parce que le matin, des embouteillages et tout. Allez, juste après ce jingle, Infotrafic. Merci, Larissa. Voilà, nous allons avec Mamadou Touré qui nous attend depuis Yopougon, Saint-André. Bonjour Mamadou Touré. Est-ce qu'il est avec nous, Mamadou Touré, ce matin depuis Yopougon, Saint-André? On imagine que là, c'est un peu bruyant ce matin, il y a tellement de véhicules. Bonjour Mamadou Touré, comment ça se passe du côté de Yopougon, Saint-André? Oui, bonjour Anthéry Angeval. Rassurez-vous, ici, tout se passe bien à Saint-André. C'est cet endroit-là que nous avons choisi de nous installer ce matin parce que c'est le point de départ pour nombreux véhicules, en tout cas qui attendent jusque-là encore les passagers. Mais jusqu'à cette heure, le trafic ici est fluide. Vous devez le comprendre. Chaque mini-car, les taxis communaux, en tout cas, attend son tour de charger. Les différents feux tricolores fonctionnent très bien ici. Nous ne constatons aucun désagrément sur ce boulevard-là qui mène jusqu'à Siporex. C'est aussi en provenance du palais de justice. C'est pour dire que la journée de ce mercredi ici à Yopougon, en tout cas, on peut se dire que le trafic sera en tout cas au mieux de sa forme. On espère bien pour toutes les personnes qui sortent maintenant de leur maison. On reviendra tout à l'heure avec Mamadou Touré pour voir si la situation elle a changé. Merci beaucoup, très cher. Nous allons à Koumassi avec notre très cher Adams Bakayoko. Bonjour Adams, comment ça se passe du côté de Koumassi? Et on est où ce matin? Il est avec nous. On fait un petit coucou à toutes les populations de Koumassi qui nous suivent en ce moment. Bonjour Adams. Bonjour Thierry Anzal, bonjour chers téléspectateurs. Ici au grand carrefour de Koumassi, sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, la circulation est modérée. Les billetteries et fort voué, le trafic est rapide. Les véhicules de service et des transports en commun avancent sans difficulté. Concernant le carrefour du camp commando, ça commence à bouger. On constate que les feux tricolores sont mis à rude épreuve. Les bacars, les taxis communaux avec les différents chargements des passagers, ce qui provoque déjà les premiers arrêts. Quant aux abords du marché, bien que les activités sont opérationnelles, on sent les prémices d'une circulation dense dans quelques heures dans cette zone. Mais pour l'instant, tout est sous contrôle. Les travailleurs sont au point d'embarquement. Thierry Anzal, ce qu'il faut noter, sur les grands axes, la circulation est fluide. Pas de perturbation pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup. Merci Adam, merci pour le point de la situation routière du côté de Koumassi. On va encore revenir avant la fin de cette émission et merci à toutes les personnes, bien sûr, qui nous suivent pour avoir toutes ces informations. Si vous devez sortir chez vous le matin, suivez Matin Bonheur et si vous vous dites, mais je n'ai pas de télévision, je ne vais pas me promener avec ma télévision, on a la solution pour vous. RTI Play à télécharger sur Play Store et App Store et en tout temps et en tout lieu.
vous nous avez. Allez, la suite avec cette problématique aujourd'hui. Comment préserver notre bien-être psychologique dans un monde de plus en plus connecté? C'est en somme ce que nous allons présenter aujourd'hui avec le docteur Frédéric Zabidjo. Il est psychothérapeute. Bonjour Thierry. Bonjour très cher. Bonjour. On retrouve la maison. On s'installe. Ça va bien? Par la grâce de Dieu. Bien réveillé ce matin? Hein? Tout à fait. Bon, il n'a pas le choix, il est obligé de dire. Il n'a vraiment pas le choix. Alors, toujours jingle, et on revient dans quelques instants. Alors, docteur Frédéric Zabidjo, avec vous aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Hein? Oui. C'est un sujet d'actualité. Hein? Ce monde, il est connecté. Nous sommes tous connectés. On se lève le matin, souvent même, quand on soit chrétien ou musulman ou je ne sais pas quoi, souvent, on oublie même de prier. Hein? On prend déjà le téléphone pour voir si on a reçu des messages WhatsApp et tout. C'est un sujet très important. C'est un sujet plus qu'important. C'est un sujet plus que d'actualité parce que ça concerne tout le monde. Président de la République, ministre, paysans, vendeuses d'aubergines, gourous, guerriers, ça concerne tout le monde. Donc, il faut qu'on en parle. On se dit que peut-être on n'a pas le choix parce que ça fait partie de notre quotidien, on est entouré par cela, on vit avec cela, on travaille avec cela. On n'a vraiment pas le choix? Non, on a toujours le choix. On a toujours le choix de faire les choses modernement. Okay. Les choses s'imposent à nous, c'est vrai. L'évolution, on a oublié de la suivre, c'est vrai. Mais il faut faire les choses en gardant le côté humain. Pas remplacer l'humain par la machine, en fait. Or, c'est ça qui est le problème actuellement. Nous sommes dans un monde hyper connecté. Pas seulement connecté, mais hyper connecté. De telle sorte que notre côté humain est en train de disparaître. Et alors, nous n'avons pas été conçus pour que nous fonctionnions comme des machines. Du coup, quand le côté humain disparaît quelque peu, ça laisse la place à des problèmes de santé physique comme de santé mentale. Et même des problèmes comportementaux et relationnels. Et on en parlera. Dans quelques instants, on va marquer une pause avec l'agenda. Moi, j'ai un paquet de questions ici pour vous. Je pense que j'en ai... je t'ai inspiré, hein. Une dizaine de questions. Mais c'est bon d'être inspiré pour cette thématique-là parce que... cas pratique. Oui, ça concerne tout le monde, donc il faut qu'on en parle. Oui, bien sûr. Et comme c'est son grand retour, hein, dans Matin Bonheur, moi j'ai envie de le cuisiner un peu. Hein, et puis voilà. Mais il aura des bonnes choses à nous dire. Allez, on marque une pause avec l'agenda. On espère que vous êtes bien installés chez vous à la maison, que depuis 6h00, vous suivez la matinale qui réveille toute la Côte d'Ivoire et qui ouvre les portes de ce magnifique pays que nous aimons tous. À tout de suite. Parfois, tout semble perdu. Mais une nation ne renonce jamais. Quand un peuple bat d'un seul cœur, alors naît la victoire. Ensemble, vivons chaque émotion, chaque victoire. La CAN 2025, c'est sur la 3, Radio Côte d'Ivoire et RTI Play. RTI, là où bat le cœur du football africain. Célèbre la fête du football africain avec le jeu Quiz CAN de la RTI et tente de gagner du cash chaque jour. Envoie CAN par SMS au 98 114 et tente ta chance. Une enveloppe de 1 million de francs CFA cash à gagner. Des enveloppes cash de 50 000 francs CFA chaque jour, 100 000 francs CFA cash chaque semaine et un package VIP pour assister au match de la CAN et des lots surprises chaque heure. Envoie vite CAN, C-A-N, au 98 114 et tente de gagner le super lot de 1 million de francs CFA cash. CAN au 98 114, c'est à toi de jouer. Alors, on revient à notre sujet. Eh bien, l'omniprésence du numérique, les réseaux sociaux, la recherche des likes. Qu'entend-on exactement par dépendance numérique, hein? Liker, tapoter, partager, hein? La dépendance numérique, c'est le fait de laisser couler sa vie au gré des vents du numérique, au gré des vents du communicationnel, en fait. Je veux dire, les réseaux sociaux, je parlais aussi des ordinateurs, de tout ça. C'est de laisser sa vie couler. Pas d'organiser sa vie, mais de laisser sa vie couler au gré de tout ça.
Ça veut dire que finalement, on perd le contrôle. On n'a plus le contrôle. Quand on a le contrôle, on organise. On dit, bon, je fais telle chose à telle heure, je fais ci à tel moment et tout ça. Mais arrivé un moment, dans l'utilisation des gadgets du numérique, il arrive qu'on n'a plus le contrôle. Mais on ne s'en rend pas compte. Oui. Et on ne sait pas que ça nous éloigne de nous-mêmes, des gens qu'on aime, de nos habitudes, de nos routines, de nos activités. Ça nous éloigne de tout. Et ça nous transforme. Et c'est cela qui est préjudiciable, en fait. Et c'est cela qui doit attirer l'attention des gens. Oui. Quand on s'en détache, à un moment, on a ce soulagement. Hein. Moi, je suis un petit témoin parce que j'ai laissé Facebook pendant au moins 2 ans. Waouh! J'étais à l'aise. Il y a beaucoup de choses que j'entendais pas et j'étais tranquille. Alors, j'ai dit on aura 2 cas pratiques avant la fin, bien sûr, de nos échanges. Alors, comment se manifeste... Non, d'abord, même, on va dire que la différence entre usage intensif et véritable dépendance. Ça peut... Oui, l'usage intensif ramène au fait que, par exemple, quelqu'un utilise le numérique pour tout. OK. Pour tout. Par exemple, on demande à quelqu'un combien font 2 plus 2. Et la personne, tout de suite, elle va sur son ordinateur ou bien sur sa tablette pour taper, au lieu d'utiliser son cerveau pour réfléchir dans la réponse. J'ai envie de lire, au lieu de prendre un livre, je vais sur mon ordinateur ou bien sur ma tablette et puis je lis le livre en version numérique. J'ai envie d'écouter la musique, c'est sur mon portable. Et tout ça, c'est des choses qui nous connectent, en fait, c'est vrai, au monde. Mais ça nous éloigne, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nous-mêmes. Ça nous éloigne de notre humanité. On n'a pas été conçus pour qu'on vive en autarcie, pour qu'on vive en isolement répété. Oui. Le fait, par exemple, d'être en train de lire un livre, par exemple, sur ma tablette, ça fait que j'ai le regard fixé sur la tablette. Ça pose des problèmes de santé au niveau des yeux. Okay. Ça pose des problèmes au niveau de mon cerveau, sans que je m'en rende compte. J'ai le regard plongé dans mon téléphone, ça me coupe de tout ce qui se passe autour de moi. Je peux faire un accident sans même m'en rendre compte. Je suis déconnecté de tout le monde. Et je suis dans un monde virtuel qui n'existe pas. C'est vrai que j'ai des likes, c'est vrai que des gens me valident en fait l'image que j'ai de moi-même et tout. Mais tout ça, ça reste du fake, ça reste du virtuel, ça n'a pas de base concrète en fait. Oui. Du coup, quand je dois me retrouver dans la société réelle, je me rends compte souvent qu'il y a un décalage entre ce que je perçois de moi-même sur les réseaux et ce qui est. Je peux montrer une image de moi couché à Assini, dans les plus beaux hôtels et tout ça, où la nuitée coûte, je ne sais pas moi, 200 000 francs. Mais je me rends compte que quand je quitte ce monde virtuel-là, mais je suis, excusez-moi pour les habitants de quartier que je vais nommer, bon, je suis à Broma côté, dans une petite maison où il n'y a même pas de... les commodités les plus minimales n'existent pas. On retrouve nos réalités. Voilà. On retrouve nos réalités. Et ça, ces décalages-là, ça crée des problèmes au niveau psychologique. OK. Alors, on va aller étape par étape. OK. Hein, comment cette dépendance se manifeste-t-elle au quotidien? On va commencer à la maison. Hein? Déjà, on va commencer à la maison avant d'aller au travail même. Alors. On va parler des dépendances. Ouais. Quand, par exemple, nos routines habituelles vont être remplacées par une chose. OK. Je dis n'importe quoi. Un exemple qui n'a rien à voir avec le numérique. OK. Je commence à consommer de la drogue. Le matin, je me réveille. Au lieu de prendre mon petit déjeuner, à l'heure du petit déjeuner, je suis à la recherche de la drogue. OK. Je dois aller au travail. Au lieu d'aller au travail, je suis à la recherche de la drogue. Au moment où je dois être au travail en train de travailler, je suis en train de penser à comment avoir ma dose de midi ou bien de 14 heures. Okay. Et ainsi, la drogue remplace toutes mes routines. Okay. C'est pareil que pour le numérique. Je me réveille, comme vous l'avez dit, d'habitude, avant que je ne commence à utiliser les appareils, comme le téléphone, etc., quand je me réveillais, je me mettais à prier. Désormais, à l'heure de la prière, je suis sur Facebook. Quand la prière finit, au lieu d'aller sous la douche, je suis sur Facebook, ou bien je suis sur TikTok, ou bien n'importe quel réseau social, je suis avec ces choses-là. Souvent, on part même... je pars dans la douche avec tous les risques d'accident. Je suis en train de marcher dans la rue, au lieu de me concentrer sur ce qui se passe, je suis sur mon appareil. Je suis assis dans un véhicule, au lieu de penser à ce que je vais faire à mon rendez-vous, je suis sur mon appareil. C'est comme ça que la dépendance se crée. Et la dépendance, ça rime avec la coupure des routines, mais ça rime aussi avec l'apparition de problèmes d'ordre physique,
d'ordre mental et d'ordre comportemental. Vous voyez, physiquement, par exemple, comme je l'ai dit, le fait d'avoir les yeux braqués en permanence sur la tablette ou bien le téléphone, la tablette ou le téléphone, c'est vrai, on voit ça blanc, mais ça émet des ondes bleues. Oui. Et ces ondes-là sont très nocives. Par exemple, sont très nocives sur notre santé au niveau des yeux. Et on se rend compte qu'à force de rester devant les ordinateurs, à force de rester sur les tablettes, etc., au bout d'1 an, de 2 ans, on commence à porter des lunettes. Oui. Et puis, ça va de mal en pis. Ça, c'est par exemple l'un des inconvénients. On se rend compte que désormais, j'ai des problèmes de concentration. Je n'arrive pas à me concentrer sur quelque chose. Parce que, en utilisant le téléphone portable, par exemple, je suis tout le temps en train de scroller. Donc, je ne fixe pas mon attention sur quelque chose sur la durée. Du coup, cette habitude nouvelle pour mon cerveau transforme mon cerveau et ça fait que je n'arrive plus à me concentrer sur quelque chose pendant longtemps. Pendant longtemps, oui. Voilà. Et ça bousille nos relations. Et de la même façon que je n'arrive plus à me concentrer sur quelque chose pendant longtemps, c'est comme ça que je n'arriverai pas à accorder une attention longue à mes enfants, à mon épouse, à ceux qui sont autour de moi. Pendant que je suis dans le lit avec mon épouse, je suis sur mon portable, elle aussi, elle est sur son téléphone. Chacun de nous communique avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres, alors que nous sommes là, tous deux couchés dans le lit. On n'a plus de communication. Et on est surpris que ça crée des lézardés qui peuvent être empruntés par des cafards. Oui, bien sûr. Voilà. C'est bien dit, ça. Et même souvent, à table, chacun a son téléphone. Le téléphone à table, le téléphone dans la douche, le téléphone à la cuisine, le téléphone partout. Il faut qu'on comprenne que c'est vrai, on est dans un monde digitalisé. C'est vrai. Mais nous devons rester des humains dans le digital. OK. Certainement, avec la pratique que nous allons donner tout à l'heure, vous allez donner des éléments de réponse pour savoir comment en sortir pour des personnes qui sont addictes et comment ne pas entrer pour des personnes qui ne le sont pas. Alors, là, on était à la maison. Là, on part au travail. Comment pourrait-on avoir cette dépendance au travail, tout en sachant que là-bas, c'est souvent le téléphone, les ordinateurs avec lesquels on travaille? Je vais vous donner la réponse par un exemple que j'ai vécu il y a quelques jours seulement. Je vais à un rendez-vous et pendant que celui que j'étais allé voir me faisait attendre, j'étais dans le hall d'attente, je vois dans le hall, il y avait aussi 2 dames qui étaient assises sur leur ordinateur, elles étaient employées de la structure. Elles étaient en train de parler de béret, comme on dirait. Oui. Je vous assure que mon attente a duré 2 heures. Et pendant 2 heures, elles n'ont parlé que de la vie de Nigérians, qui serait en train de divorcer d'avec sa femme et tout ça. En quoi ça les intéresse? J'ai attendu aussi, hein? J'ai attendu 2 heures. Bon, oui, mais bon, c'est obligé. Et pendant ces 2 heures, elles n'ont parlé que de ça. Que de ça. Alors qu'elles sont au travail, elles ont des choses à faire. Et c'est comme ça qu'elles vont laisser le travail pour, après, quand on va leur demander, mais et telle tâche, ça ne sera pas accompli. Et quand le patron va les reprendre, elles vont trouver que peut-être le patron n'est pas gentil, etc., etc. C'est comme ça là qu'on laisse bousiller notre vie, en fait, au niveau du travail. Au niveau du travail, au lieu que je me concentre sur ce que j'ai à faire, je suis en train de scroller sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on comprenne qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour aller se distraire sur les réseaux. Je peux aller sur les réseaux sociaux si, par exemple, je me sens saturé par le travail, j'ai envie de déconnecter, j'ai envie de rigoler un bout. Je peux aller 5 minutes sur les réseaux sociaux, mais il faut que je chronomètre. 5 minutes après, j'arrête et puis je reviens à ma tâche. Mais quand je laisse mon travail être remplacé par les réseaux sociaux, là, c'est trop le problème. Alors que c'est ce que les gens vivent en général à cause de l'inculture, à cause de l'éducation qui est approximative, parce que le téléphone se retrouve entre les mains des gens qui ne savent pas son utilité. Les enfants, par exemple, ils ont le téléphone en main, les parents croient bien faire en leur offrant le téléphone. Ce n'est pas mauvais de leur offrir le téléphone. Oui. Mais le plus important, c'est quel usage on fait du téléphone et comment on utilise le téléphone. Là, ça manque dans l'éducation. OK. Et donc, on a des gens, des dames au marché qui, au lieu de se concentrer sur comment attirer les clients, elles sont en train de faire des vidéos, poster sur TikTok, pour que les gens les voient, pour que les gens valident leur existence. À quoi ça sert? Docteur Frédéric Abidjo me permet d'ouvrir une brèche. Hein. Oui. Vous avez parlé des enfants tout à l'heure. On sait que le téléphone, c'est important. On parle de monde connecté. On sait que les enfants sont très rapides aussi. Et ils sont très smart pour ceux que nous avons aujourd'hui. À quel âge on doit donner le téléphone? Ça, c'est vraiment une petite brèche que j'ouvre avant de revenir dans notre affaire. Moi, je pense que ce n'est pas tellement une question d'âge, mais c'est une question de maturité et d'éducation à l'usage du téléphone. Avant de déposer le téléphone entre les mains d'un enfant, déjà, je me dis, le téléphone, il est pratiquement à proscrire
avant les 3, 4 ans, 5 ans à proscrire. L'idéal serait que l'enfant fasse ses apprentissages de façon naturelle, qu'il soit en train parce que c'est en ce moment-là qu'on apprend le relationnel. Il faut que l'enfant tisse son réseau de relations, qu'il apprenne à exploiter ses réseaux de relations de façon saine, qu'il utilise son cerveau à faire les opérations, à faire ceci, à faire cela. Il faut qu'il apprenne ça. Donc, pour moi, ce serait idéal de proscrire le téléphone dans les mains des enfants, pardon, avant les 5 ans. Okay. Maintenant, quand on doit déposer le téléphone entre les mains d'un enfant, le préalable, et je demande pardon aux parents, le préalable, c'est de lui montrer l'usage du téléphone, comment on utilise le téléphone sainement. Parce que l'enfant, lui, il n'a pas de mesure. Vous lui déposez le téléphone entre les mains, vous pensez que vous êtes en train de vous débarrasser de lui, et effectivement, vous vous débarrassez de lui. Parce que quand il se concentre sur le téléphone, il ne vous embête plus, il ne parle plus. Donc, vous avez la paix que vous souhaitez. Mais en même temps, cette paix-là, vous allez comprendre, quand l'enfant aura 20 ans, 30 ans, que vous avez gâché une partie de sa vie. Parce qu'il aura appris à se déconnecter des vivants et à se connecter avec le virtuel. Oui. Il aura appris à ne pas avoir de frères, à ne pas avoir d'amis, à vivre seul. Et vous serez en train de vous plaindre d'un individu qui est asocial ou antisocial. Parce qu'il aura appris des choses, par exemple, qui sont asociales. Okay. Et donc, c'est de vraiment montrer le bon usage du téléphone. Comment faire ça? Pour moi, c'est le préalable. Donc, ce n'est pas tellement une question d'âge. C'est une question de maturité. Quelle maturité j'ai pour aller vers quelque chose? Et qu'est-ce que j'ai eu comme message pour bien utiliser ce que j'ai? Merci. On referme cette parenthèse. C'est important de savoir aussi parce que la brèche a été ouverte. On revient dans l'angle choisi. Okay. On a parlé du travail, de la maison et même dans nos loisirs. Parce que ce qu'on pourrait considérer comme un loisir va gâcher le vrai loisir, si je peux me permettre ainsi. Exactement. Moi, je suis toujours surpris de voir que des gens vont à la plage avec des casques dans les oreilles, en train d'écouter la musique, des casques dans les oreilles. Donc, je suis allé faire quoi à la plage? Si c'était pour avoir le casque, j'irais chez moi. Je vais à la plage pour savourer la nature, pour avoir de l'air, le sable chaud dans mes pieds, pour respirer le grand air. Ça me fait du bien physiquement et psychologiquement. Mais si c'est pour aller bousiller ces choses-là avec les choses que je suis en train de fuir, ça ne sert à rien. On va à la plage, on voit des gens, par exemple, aller faire du sport, et au lieu de faire du sport, ben, il est en train de scroller. Il est en train de scroller, en train de se connecter à d'autres choses et tout ça. Donc, finalement, le virtuel vient happer le réel. Et ça, c'est problématique. C'est de comprendre. Comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Quand il faut s'amuser, j'abandonne tout, je m'amuse. Et quand je suis saturé d'amusement, que je dois me mettre au travail, je travaille. Quand je suis saturé du travail, que je dois déconnecter, je peux aller, par exemple, sur un réseau social pour rigoler un bout. Et puis, je le fais pendant quelques minutes et puis je reviens. Il faut que je permette à mon corps de vivre. Parce que quand je suis assis en train de scroller, mon corps, il est inerte, il ne bouge pas, il n'y a pas d'activité. Il n'a pas été conçu pour rester longtemps comme ça. Et à force au bout de 5 ans, 6 ans, on ne comprend pas que désormais, on a le cou qui est raide. On ne comprend pas qu'on a des douleurs lombaires, on a des douleurs musculaires. On ne comprend pas. Et on dépense l'argent qu'on gagne dans les réseaux sociaux, par exemple, en train de se soigner. On est dans un cercle vicieux. Il faut sortir du cercle vicieux pour rentrer dans un cercle vertueux. Bien sûr. Et c'est très silencieux, on ne s'en rend pas compte. Alors, une autre question que moi j'ai trouvée très intéressante. En quoi est-ce que la peur du rater quelque chose devient un élément clé dans ce que nous sommes en train de dire? Vous savez, ça ramène aussi à la question de la validation et des likes. OK. Quand, par exemple, je vais sur un réseau social, et puis, en général, ce qui amène les gens à utiliser abondamment ces choses-là, c'est le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi. Okay. Quand je m'habille quelque peu, et puis je balance une photo, et puis on met « j'adore »,« j'aime », on partage, ou bien je fais quelque chose que les gens aiment, mon cerveau va sécréter cette petite molécule qu'on va appeler la dopamine. La dopamine, c'est la molécule, si vous voulez, du plaisir. Et quand cette dopamine est sécrétée, elle est sécrétée au fur et à mesure que j'ai du plaisir. Donc, un like, bon, je vais caricaturer. Un like, une molécule de dopamine. 2 likes, 10 molécules. 20 likes, 100 molécules. Donc,
au fur et à mesure que j'ai des likes, au fur et à mesure que j'ai des partages, au fur et à mesure que j'ai des commentaires agréables, je suis heureux. Mais il y en a qui sont ivres en ce moment. Mais cette ivresse-là, et c'est ça qui est dangereux, parce que c'est cette ivresse-là qui va créer la dépendance. Parce qu'à chaque fois, on va parler de dépendance quand, par exemple, on a besoin d'élever les doses de ce qu'on consomme pour avoir le même effet. Pour comprendre ça bien, c'est comme si, par exemple, aujourd'hui, je bois un verre de bière, ça me fait dandiner. Demain, ou bien 5 jours après, à force de boire pendant ces 5 jours-là, un verre de bière, ça ne me fera plus dandiner. Pour que je dandine de la même façon, il faudra que je consomme deux verres. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que je vais commencer à boire une bouteille, 2 bouteilles, un casier pour avoir le même effet. C'est là qu'on parle de dépendance ou alors d'addiction. Comme on parlera d'addiction quand ça sera un moment où le corps va demander. Donc, c'est un gros piège en fait. Les likes, la validation sociale, c'est un gros piège que les gens partagent mes idées, que les gens... Il y a des canaux plus réels qu'on peut utiliser pour montrer sa valeur. On n'a pas besoin de le faire derrière un écran. C'est tellement faux. C'est tellement faux. Et les likes... aujourd'hui. Oui, les commentaires sont très faux. Moi, j'ai rarement vu une image où quelqu'un va venir dire « tu es vilain », sauf s'il y a de l'amusement de ce type-là entre vous. Sinon, les gens vont toujours dire « t'es beau, t'es bien habillé », alors que peut-être que ce n'est pas vrai. Oui. Bon, mais toi, tu vas y croire. Donc, tu as besoin de te relever sur l'échelle de l'auto-estime. Il faut que ça se fasse par des exercices réels, pas par le téléphone ou bien les smartphones. Okay. Alors, parlant d'exercices, on va aller avec un cas pratique pour comprendre mieux notre sujet d'aujourd'hui. Maxime a 20 ans. Il est étudiant en 2e année de psychologie. Il utilise les réseaux sociaux, Instagram, X, LinkedIn, TikTok et autres, pour rester informé, partager ses projets et entretenir son image d'étudiant parfait, auprès, bien sûr, de ses amis et de ses contacts universitaires. Au fil des mois, il se sent obligé de montrer sa vie. Photos, révisions, sorties culturelles et tout. Il compare constamment ses résultats et ses réussites à celles des autres et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire à Maxime? Je veux déjà dire à Maxime que la comparaison n'est pas raison. Parce que Pierre peut réussir dans un domaine en se basant sur des choses sur lesquelles moi je ne m'appuie pas. Donc je ne vais pas avoir les mêmes résultats que Pierre. Il faut que je bâtisse mon monde. Et bâtir mon monde, ça veut dire m'appuyer sur des choses réelles. Okay. C'est vrai que le virtuel permet qu'on nous connaisse. Ça propage notre image, ça propage nos idées. C'est vrai. Mais on peut le faire par d'autres canaux. Et moi, je l'ai expérimenté. Ce que vous êtes en train de dire, c'est pratiquement ma situation quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux. J'étais très, très présent sur les réseaux sociaux. À tel point qu'il m'est arrivé des journées entières que j'ai passé couché dans mon lit sans m'en rendre compte. Toute la journée, je suis sur mon lit en train de scroller. J'oublie même de manger tellement je pensais que pour gagner de l'argent, il me fallait être présent sur les réseaux sociaux. Oui. Mais je me suis rendu compte avec le temps et avec la pratique que c'est faux, que c'est archi faux. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas d'argent. La plupart du temps, ils n'ont pas vraiment l'argent auquel quelqu'un qui a envie de devenir riche, très riche, peut rêver. Sur les réseaux sociaux, des petites gens qui ne peuvent même pas venir payer une consultation. Une consultation en psychologie, ça coûte 35 000 francs de l'heure. Il y a combien de gens sur Facebook qui peuvent payer 35 000 francs de l'heure? Ces gens-là, ceux qui peuvent payer 35 000 francs de l'heure, ils ne sont pas sur Facebook. Ils sont ailleurs. Donc, c'est une fausse image qu'on se fait. On justifie l'injustifiable par des choses qui ne doivent pas être. Parce que si tu as envie de réussir réellement, va au contact. Lève-toi et va au contact. C'est vrai que les réseaux sociaux peuvent, si vous voulez, faciliter les choses, parce qu'on vous connaît, quand vous rentrez, on met un nom sur le visage, donc c'est déjà un atout, mais il ne faut pas que ça remplace le contact physique. OK. C'est vrai que nous sommes en train de décrier certaines situations pas très intéressantes des réseaux sociaux, cette face cachée là aussi, mais il y a quand même le bon côté. Oui, comme je l'ai dit, par exemple, le fait de numériser certains réseaux sociaux comme TikTok, les gens, quand ils sont là-bas, plus tu as des likes, plus ça te rapporte un peu d'argent. Les entreprises peuvent te voir et t'utiliser comme un influenceur parce que tu en es un, même si tu influences négativement, mais tu en es un quand même. Et donc, on peut utiliser ça, ça peut te rapporter de l'argent et tout ça. Mais je suis en train de dire que c'est un cercle vicieux.
J'ai de l'argent, mais cet argent-là, avec le temps, je finis par l'utiliser pour me soigner. Je finis par l'utiliser pour régler des problèmes. Alors que ce n'est pas le but, en fait. Donc, c'est de comprendre qu'on peut chercher de l'argent autrement. On peut gagner de l'argent autrement. Les réseaux sociaux peuvent être un moyen. Mais il ne faut pas que ce soit le tout qui vienne remplacer le moyen. Parce que quand je parle d'un moyen, ça veut dire qu'il en existe d'autres. Bien sûr. Et ces autres moyens qui existent là, il faut les exploiter. Et ne pas seulement se concentrer sur les réseaux sociaux, de mon point de vue. Oui. Alors, pour le reste du temps, on a décrié, on a dit, on a présenté un cas pratique et tout. Comment est-ce qu'on en sort? Des éléments qui nous permettront vraiment d'en sortir. J'ai l'habitude de dire à tous ceux qui sont dans des dépendances, dans les addictions, qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'une dépendance ou une addiction, c'est une maladie chronique du cerveau. Qui parle de maladie chronique parle de difficultés dans le processus de guérison. Qui parle de maladie chronique parle également de bon suivi dans le traitement. Parle également du traitement qui doit être assuré par les spécialistes. Donc, quelqu'un qui développe une addiction à l'utilisation, par exemple, des gadgets numériques, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas juste par un conseil, non, mais il faut laisser tomber Facebook, ça ne te fait pas du bien, que la personne va abandonner ça du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est un accompagnement quotidien. Premièrement, pour montrer à la personne qu'il y a des alternatives. Parce que c'est parce qu'à un moment, la personne ne voyait pas d'alternative, les réseaux sociaux sont devenus pour la personne comme une alternative, qu'elle utilise ça à fond. C'est de lui montrer que les alternatives existent. Comme je le disais tout à l'heure, au début, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je pensais que c'était le seul moyen pour gagner de l'argent. Et je ne voyais pas d'autre. Quand on me demandait de m'éloigner un peu des réseaux sociaux, je justifiais ça par le fait que ça me rapporte quelque chose. Et puis, mais ça ne me fait pas de mal, c'est ce que je pensais. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai. C'est à quoi je rêvais là. Ce n'était pas sur les réseaux sociaux que je pouvais avoir ça. C'était pour aller au contact. Et quand j'ai commencé à aller au contact, quand j'ai commencé à voir d'autres alternatives plus crédibles, aujourd'hui, je peux passer des semaines, je ne vais même pas sur Facebook. Je suis de moins en moins sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a quelques années en arrière, ce n'était pas possible. Je pouvais publier toute la journée. Toute la journée, je suis en train de publier. Parce que je pensais que c'est par ça, par la validation de mes posts, qu'on va reconnaître ma compétence. Alors que ma compétence, c'est vrai, cette façon de faire m'a permis d'avoir une image publique. Mais cette image publique, elle est consolidée parce que j'apprends chaque jour. Parce que ça ne va pas m'exenter d'apprendre, d'aller vers les gens pour montrer ce que je sais faire. Et c'est en faisant ça que j'ai commencé à comprendre que, en une seule fois, je pouvais avoir ce que je pensais être obligé d'avoir en scrollant pendant 40 jours. Non, il faut travailler peu pour avoir beaucoup. Mais travailler peu, bien. En préservant sa santé physique, sa santé mentale, c'est en relationnel. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Oui. Alors, est-ce que c'est difficile de retrouver cet équilibre sain avec le numérique? C'est difficile, mais pas impossible. Il y a la possibilité qui existe toujours. Si l'accompagnement est bien fait, c'est très possible qu'on s'en sorte. Il faut juste que ce soit bien fait. Mais c'est difficile quand, par exemple, le téléphone est là, dans ma main, je suis connecté au réseau, je ne peux pas faire autrement que de regarder. Et puis, pendant que cette fenêtre est ouverte, on me dit de ne pas y regarder. Voilà. Donc, quand on veut que quelqu'un sorte de quelque chose, il faut déjà commencer par fermer les portes. Et dans ces cas-là, fermer les portes, ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer à la personne les autres alternatives. Alors que ça, le conseil seul ne suffit pas à montrer des alternatives. Il faut réellement faire vivre la personne. Il faut l'emmener à vivre ces alternatives-là pour qu'elle voie, elle expérimente, pour qu'elle comprenne et qu'elle prenne par elle-même la décision. Parce que le véritable changement doit toujours venir de la personne elle-même, de l'intérieur de la personne et non pas de l'extérieur. Tout changement qui vient de l'extérieur est un changement qui ne dure pas, est un changement qui n'a pas d'emprise sur le réel en fait. Donc, c'est d'emmener la personne à prendre conscience. Et emmener quelqu'un à prendre conscience, ce n'est pas juste un conseil. Comme je l'ai dit, c'est une maladie chronique. Et les maladies chroniques ont leur processus de guérison qui s'établit sur des bases solides. Et on termine toujours avec vous parce qu'on a forcément besoin de cet accompagnement de professionnels.
Je suis là pour accompagner tous ceux qui le veulent. En tout cas, c'est mon métier et puis c'est ma passion. Oui. Et puis c'est mon sacerdoce. Donc voilà, je suis disponible pour aider que ce soit une addiction à la drogue, une addiction au numérique, une addiction au sexe, à n'importe quoi. En tout cas, tout type d'addiction, on peut aider. Alors, qu'est-ce qu'on retient dans tout ce qu'on a? On a parlé beaucoup. Hein? Oui. Pendant 25 minutes, on a échangé sur ce sujet. Mais c'est important, ça nous permet de mieux comprendre et puis d'avoir tous les éléments de réponse. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On peut retenir que... Ne courez pas, prenez votre temps. On va retenir que le numérique fait partie du quotidien. Qu'on ne pourra plus vivre dans un monde sans numérique. Okay. Ça, déjà, c'est impossible de penser... Enfin, c'est impossible, ce genre de choses. Et donc, il ne faut même pas l'envisager. Dire qu'on va priver nos enfants de téléphones portables, des réseaux sociaux, etc., c'est un leurre. Il ne faut pas rentrer dans les leurres. Donc, on est obligé de vivre dans un monde du numérique. Maintenant, il faut qu'on retienne qu'on doit vivre dans le monde du numérique en restant humain, en bonifiant nos capacités humaines, en mettant en valeur nos potentiels humains, plutôt que le potentiel de la machine. En valorisant le potentiel de la machine, ça nous facilite les choses, mais ça nous déshumanise. Et ça crée des maladies mentales et des maladies physiques. Parce qu'il faut comprendre que la maladie mentale, elle s'installe de façon insidieuse. Et celui qui est malade mentalement, souvent, il ne se sait pas malade. Donc, il n'est pas demandeur d'aide. Et il refuse même l'aide, souvent. Ça dépend du type de maladie mentale dont la personne souffre. Merci. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Il est psychothérapeute, Frédéric Nzabitio, que nous avons toujours un grand plaisir à recevoir ici dans cette émission. C'est un visage auquel vous êtes donc habitué. Merci beaucoup, très cher. Vous restez avec nous. On va savoir si vous pouvez rentrer tranquillement chez vous à la maison, s'il n'y a pas d'embouteillage, ça et là. Okay. Et nous allons avec Mamadou Touré, que nous retrouvons à Yopougon, qui est au pont piéton sur l'autoroute. Nous sommes toujours à Yopougon avec lui. Comment ça se passe 30 minutes après? Rebonjour. Il est avec nous, Mamadou Touré. Allons-y. Oui, Mamadou Touré, à l'antenne ici. Bonjour Thierry Angeval. Il y a en tout cas des perturbations que nous enregistrons actuellement dans le trafic. Depuis Siporex, le grand feu de Siporex, jusqu'à la bretelle de sortie par le sable à l'autoroute du Nord. Rien à signaler. Pas de désagrément en tout cas, mais par contre, les choses coincent à partir de cette même bretelle-là jusqu'à l'entrée d'Adjamé. Avant d'y arriver là-bas, il faut dire que l'entrée sur Atekoubé pour le plateau n'a aucun souci. Idem dans le sens Adjamé-Yopougon. Rassurez-vous, il n'y a pas d'accrochage quelque part ici à l'autoroute, mais en tout cas, les choses seraient mises en berne à cause de peut-être la sortie de certains véhicules au niveau de Rongret, juste un peu après le pont Ferraille à Adjamé. Merci beaucoup, Mamadou Touré. Donc, la situation routière du côté de Yopougon. Allez, on fait un grand pont et puis on part directement à Koumassi Makori avec notre très cher Adams Bakayoko qui se trouve à l'échangeur de Makori. C'est bien cela. Rebonjour, très cher Adams Bakayoko. Oui, allô, nous sommes là, nous vous entendons. Alors, Thierry Angeval, le trajet entre le grand carrefour de Koumassi et le grand carrefour de Makori est légèrement surchargé parce que les véhicules ici avancent à une vitesse minimale dans le sens opposé, c'est-à-dire Port-Boué et Gonzague. La fluidité continue, mais c'est très compact. On remarque que les BACA marquent des arrêts très fréquents. Concernant la zone 4, les voies sont pleines, mais ne sont pas encore très encombrées. Ici, les VTC et les véhicules sont les plus visibles. Concernant le carrefour Camp Commando, voilà, c'est très sollicité pour l'instant parce que les ralentissements se font sentir du côté des voies intérieures de Koumassi. Élèves, étudiants et travailleurs se bousculent. Ici, la galanterie est mise à l'écart. Alors, en il faut dire que la voie la plus rapide et maîtrisable pour l'instant, c'est le boulevard Félix Houphouët-Boigny, surtout ceux qui passent en direction de Port-Boué et de Bassam. Et voilà l'essentiel de l'infotrafic à Koumassi.
Merci beaucoup, très cher. Voilà, merci. La galanterie n'est pas de mise. On n'est pas très galant lorsqu'on est au volant, mais il le faut, c'est important. Je pense que je vais attendre avant d'aller faire ma course derrière le pont. Parce que j'entends là, ça ne m'arrange pas. Franchement, je vais rattraper mon sommeil d'abord. Allons-y, faites des Abidjo ici. On va terminer ensemble cette émission. Merci d'avoir été en notre compagnie. Bon, on va mettre le bouton, hein, comme fait des Abidjo, c'est important. Hein? On est vesté ce matin, on reçoit des ministres. Hein? Merci d'avoir suivi Matin Bonheur. Eh bien, la matinale qui vous permet, bien sûr, de réfléchir, de sourire et de grandir ensemble sur la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Bonne suite de programme sur RTI1. Merci, très cher. Merci. À demain. Alors.